La fête du football africain approche à grands pas et le Maroc est prêt à organiser la meilleure CAN de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Medi 1 TV pour CAN+, votre nouvelle quotidienne consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 pour suivre toute cette compétition pendant près d'un mois, plus d'un mois. Et en ma compagnie pour vous présenter cette nouvelle émission, mon acolyte, les jours de toujours, d'aujourd'hui en tout cas, Noha Bazir. Bonjour. Bonjour Anas. Comment ça va? Très bien, j'ai hâte de présenter à tes côtés cette émission tout au long de ce mois. Et on va parler forcément de cette compétition. Le Maroc est prêt à accueillir cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On attend d'elle qu'elle soit belle, qu'elle soit chaleureuse, qu'elle soit accueillante, comme le Maroc l'est depuis toujours. On en parle dans un instant. Et pour aborder la préparation et l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, à mes côtés, deux invités pour cette première de CAN+. Je vais commencer par la droite. Hakim, pas possible. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission consacrée à la CAN Maroc 2025. Comment ça va? Mais ça va, alhamdoulilah, tout va bien. On a hâte que ça débute. On a hâte que ça débute et merci encore pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et on est avec l'homme qui réussit, en tout cas avec qui la réussite vient toujours avec première. Aziz Daouda, directeur technique et de développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Merci d'être avec nous pour cette première de CAN+. Merci, c'est Anas de me recevoir cette première. Ça m'honore. Vous allez bien? Très bien. Ça va? Parfait. Vous voulez rire un peu? On va Vous savez, discuter, quand on a fait le voyage en TGV, dans un Maroc le Stade d'Afrique, il splendide, faut le rappeler aussi. de la verdure partout, Alhamdoulilah. alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tout va bien se passer. Eh ben, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec le focus. On va commencer à dire qu'on est un peu chauvin, que oui, on dit que le Maroc va organiser la meilleure CAN de l'histoire. Mais il n'y a pas que nous qui le disons. La presse internationale attend beaucoup de cette Coupe d'Afrique des Nations. Hakim, vous aussi, vous attendez beaucoup de cette CAN? Ah oui, bien sûr, on attend beaucoup de choses. Déjà, jouer à domicile. Il y a eu aussi les différentes compétitions juste avant, entre les U20, les U17, récemment même la Coupe arabe. Je pense que là, maintenant, la pression était déjà là, la pression va être au maximum. Et évidemment, on n'attend qu'une chose, c'est de soulever cette coupe. Et puis, il y a tellement d'attentes depuis 1976. Maintenant, je pense que le peuple marocain veut être heureux et veut voir cette équipe A remporter le Graal, quoi. En plus, on va la voir briller dans un Maroc qui est prêt, on le rappelle, en termes d'infrastructure. Tout est de classe mondiale, Aziz, pour organiser cette compétition. Quelles ont été, là aussi, vraiment, comment le Maroc va se démarquer dans cette édition, dans cette 35e édition de la CAN? Tout d'abord, nous n'attendons pas que ce soit les autres qui disent qu'on est prêt ou qu'on est à la hauteur, etc. Parce que nous le savons, nous en sommes conscients. La perception que nous avons, très positive que nous avons de ce qu'a fait notre pays pour accueillir cette manifestation est là. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les Marocains sont satisfaits de ce qu'ils ont vu se réaliser en l'espace de quelques mois, finalement, parce qu'on ne parle même pas d'années. Le jour où le Maroc s'est porté candidat à cette compétition, il avait promis à l'Afrique la meilleure des éditions possibles. Et le problème maintenant, c'est qu'il y aura un avant-Maroc, un pendant-Maroc, mais surtout un après-Maroc. On l'espère. Parce que toute la problématique, c'est qu'avec les standards et la barre placée très haut par notre pays, que vont faire les pays à venir? Heureusement que déjà la prochaine édition, elle va se passer dans 3 pays différents. Exactement. Donc ça va un peu l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Et le Kenya, absolument. Et le Kenya, donc ça va un peu atténuer les choses. Ça va permettre à ces pays de faire le maximum de ce qu'ils peuvent. Mais à la Confédération africaine aujourd'hui de s'adapter, non pas en levant très haut la barre, parce que le Maroc est inégalable par plus d'un aspect. L'hôtellerie marocaine est connue mondialement. Les stades aujourd'hui que nous présentons sont pratiquement tout ce qu'on peut offrir. On élève les standards africains, voilà, tout simplement. Il faut montrer donc, à quel point le continent est bon. En fait, nous sommes en train de montrer, nous allons montrer, nous sommes en train de le faire aujourd'hui d'ailleurs, parce que tout le monde est ébahi. Les gens, moi je regarde dans les réseaux sociaux toutes les vidéos que les gens se font, ils sont étonnés, ils se disent, on n'est pas en Afrique. Mais en fait, on est en Afrique. Oui. En fait, le Maroc aujourd'hui est une vitrine pour toute l'Afrique et le Maroc est en train de montrer ce que l'Afrique est capable de faire. L'Afrique est capable de faire de grandes choses. Le Maroc est capable depuis 2022, c'est vraiment the place to be, vraiment en termes de football africain et de football mondial. À l'international, en Europe par exemple, quand on voit ça aujourd'hui, que le Maroc
continue de se montrer avec des sacres continentaux, un sacre mondial avec les U20. Est-ce qu'on commence à vraiment considérer que le Maroc fait partie du gratin mondial? C'est bon, il n'y a plus de c'est une surprise, c'est vraiment un favori. Ah bah, moi qui vis en France, les consultants français parlent que du Maroc. On l'a vu même déjà juste par rapport au tirage au sort de la Coupe du Monde. On a même vu déjà la réaction des Brésiliens, de la plupart des Brésiliens sur les réseaux sociaux qui sont là à dire « Ah non, on ne veut pas jouer contre le Maroc parce qu'on a peur ». Donc maintenant, même le Maroc fait peur au Brésil. C'est quand même, on est passé à un autre niveau. Il y a eu la Coupe du Monde 2022, il y a tout ce qui se passe après avec les infrastructures comme on l'a dit et les autres générations, les U17, les U20 qui se sont fait remarquer comme j'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant le Maroc a pour moi franchi un vrai cap et il faut encore le prouver avec cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Il va le prouver sur le terrain. Noura, vous avez Absolument, il faut bien le dire aussi que cette CAN est vraiment un laboratoire grandeur nature pour la prochaine Coupe du Monde en 2030. Donc vraiment, c'est un test pour le Maroc en termes d'organisation, en termes d'hébergement des joueurs, en termes d'expérience également des supporters. Et justement, on va visionner un clip de Véron Mosenga-Omba, qui est le secrétaire général de la CAF, qui dit à quel point le Maroc est prêt pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. On va en parler dans quelques instants justement. J'ai juste l'occasion aussi de présenter un cinquième invité parce qu'on est 4 autour de la table. Absolument. Il y a un cinquième invité qui nous attend depuis Casablanca, en duplex depuis la capitale économique. Nassim El Haddaoui, vous êtes entraîneur. Merci d'être avec nous également pour cette première de CAN+. Salut, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Je vais rester avec vous justement, Nassim. Vous êtes à Casablanca, vaut mieux en parler. Que ce soit Casablanca, Rabat, Tanger, plusieurs villes ont connu vraiment une métamorphose en termes d'infrastructures, que ce soit routière, au-delà juste des terrains, au niveau aussi de la ville en entière. Vous l'avez peut-être vécu au fil de ces derniers mois, que vraiment le Maroc, en tout cas les grandes villes marocaines, ont été métamorphosées avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, bien sûr, tous les jours on constate l'évolution des infrastructures de la ville. Chez nous ici à Casa, que ce soit sur le plan sportif ou tout simplement de la logistique, etc. Donc on est sur le bon chemin, ça fait plaisir. Et on ressent un sentiment d'appartenance fort à ce Maroc qui évolue. Vous l'avez vu déjà, peut-être que vous avez déjà assisté à des matchs dans ces nouveaux terrains, que ce soit à Rabat ou à Tanger. Vous l'avez vu forcément, vous avez peut-être aussi comparé avec des stades européens, parce que comme vous l'avez dit aujourd'hui, nos comparaisons, c'est avec les stades européens, les plus grands stades. On en a même parlé avec l'architecte en charge de la rénovation du grand stade de Tanger, Anwar El-Amaoui, il y a quelques semaines. C'est bon, les stades, c'est vraiment la classe mondiale, on ne peut plus dire le contraire. Bien sûr, on rentre dans les normes internationales et de manière extraordinaire. Comme je vous ai dit là précédemment, on est vraiment fiers de cette évolution et on est fiers d'être marocains. Quand on voit la vitrine qu'on représente aujourd'hui, que ce soit au niveau du football ou autre, c'est des stades grandioses avec des normes qui sont exceptionnelles, tout pour un beau spectacle, Inch'Allah. Aziz, on en parlait avec Nassim justement il y a quelques instants. Le Maroc s'est totalement métamorphosé, non seulement avec la CAN qui arrive, mais également avec la Coupe du Monde. Si on se projette un peu plus, et là aussi, c'était important de se conformer donc, aux standards FIFA, etc. C'est important pour le Maroc, justement, de se développer d'abord lui-même dans ses infrastructures hôtelières, logistiques, hospitalières, avant de vraiment montrer qu'en termes d'infrastructures sportives, eh bien, on est parmi le gratin mondial. Parce qu'en fait, le véritable objectif du Maroc, ce n'est pas d'accueillir des matchs de football. Ça, tout le monde peut le faire. Mais c'est de les accueillir dans des conditions d'un Maroc nouveau, d'un Maroc en plein développement, d'un Maroc qui s'est fixé une deadline, 2030. Et pour cette deadline, le Maroc a mis en place un tas de projets, des tas de stratégies de développement dans tous les secteurs. Parce que nous parlons aujourd'hui des civils qui vont accueillir la Coupe d'Afrique, mais le Maroc tout entier est en train d'accueillir la Coupe d'Afrique. Les gens sont contents d'accueillir la Coupe d'Afrique. Il y a des manifestations festives partout. Et toutes les villes ont connu une certaine métamorphose, si vous voulez, depuis 3 ou 4 ans.
les villes marocaines. Moi, je vis à Rabat. Bon, Rabat, c'est devenu... C'est impossible. Je n'ai jamais imaginé Rabat à ce niveau de développement, à ce niveau de propreté, à ce niveau de verdure. C'est l'Europe pour Saint-A. Non, c'est beaucoup mieux. Si vous et encore, vraiment... Écoutez, si vous vous amusez à comparer Paris avec Rabat... J'ai fait mon choix déjà et c'est pas Paris. Voilà. Donc, en fait, la Coupe du Monde, enfin la Coupe d'Afrique et puis la Coupe du Monde, ça n'est qu'un alibi pour le développement du pays. C'est-à-dire avec des projets qu'on pouvait faire peut-être en 10-15 ans, là, on s'est fixé nous-mêmes un rendez-vous pour accueillir le monde, parce que la Coupe du Monde, c'est accueillir le monde, et que le Maroc de 2030, d'après 2030, va bénéficier aux citoyens que nous sommes et à toute la population, parce que tout ce qui est en train de se réaliser n'est pas uniquement pour la compétition, c'est surtout pour le développement du pays en matière d'hôpitaux. Il y a un mois, Sa Majesté a inauguré l'une des merveilles hospitalières à Rabat. Et le lendemain, il donne ses instructions pour que soit ouvert le nouveau CHU d'Agadir, qui paraît-il l'hôpital le plus grand d'Afrique. Donc vous voyez, c'est toute une stratégie, c'est toute une métamorphose que le pays est en train de vivre. Absolument. Tous les hôpitaux et toutes les infrastructures médicales ont été renforcés autour de tous les lieux de la compétition. Et justement, vous faites bien de le dire, le Maroc et les Marocains savent très bien accueillir, nous le savons tous. Nous y apportons une importance vraiment cruciale. Et pour revenir alors au clip du secrétaire général de la CAF, de Véron Mosengomba, qui dit à quel point le Maroc est prêt pour accueillir cette CAN. Regardez. Je voudrais juste dire qu'on est prêt. Tout ce qui manque, c'est à vous de venir, vous, j'entends, au public marocain de venir au match. Je sais que le peuple marocain est malade du football. Même quand votre équipe ne joue pas, venez avec les enfants, les stades sont confortables, venez au match, venez voir ces bijoux de stade, on vous attend. Hakim l'a dit, le Maroc est malade de football. Vous êtes malade du football. Quand ça a été annoncé que le Maroc allait organiser cette CAN, vous avez direct pris vos billets pour venir? Ah ben oui, moi je ne pouvais pas passer à côté de ça. Je trouve que c'est une chance énorme. J'ai pas hésité une seconde. Et puis en plus, même voir le Maroc justement grandir, on en parle là depuis tout à l'heure, mais voir le Maroc grandir grâce à ce type d'événement, voilà, bah évidemment c'est une fierté avant tout. Mais oui, pour revenir à la question initiale, j'ai pas hésité une seconde. J'ai pris les billets, j'ai dit vous voilà. avez trouvé des billets? Si c'est aujourd'hui, c'est compliqué. Ah ouais, non, là, par contre, là... Pour quel match au moins? Pour quel match? Normalement, Inch'Allah, déjà le match d'ouverture. C'est déjà bien. Et normalement, même tous les matchs de la phase de poule pour le Maroc. Donc franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Vous avez été parmi les premiers à vous s'immiscer dans la liste d'attente. C'est une longue histoire, mais grâce à des contacts, voilà. Voilà. D'accord. Non, mais un Vous me les passerez les contacts, j'appellerai aussi. Un contact Pour la prochaine CAN. Voilà, c'est ça. qui est rentré sur le site, mais voilà. Et puis j'ai eu, grâce à un ami surtout, et j'ai eu de la chance d'avoir pour les 3 premiers matchs. Et voilà, donc franchement, ça va être un rêve incroyable, en espérant évidemment voir des victoires. Alors, voir des victoires, parce que la CAN, on le rappelle, eh bien, elle est prête à battre tous les records possibles. On est déjà sur plusieurs chiffres, on parle de plusieurs chiffres, ça sort de partout, que ce soit les médias, les audiences, etc. Je voulais juste qu'on voit d'abord un petit sujet pour montrer un peu les principaux chiffres de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par le Maroc après 1988. Le Maroc est aujourd'hui le centre névralgique du football africain, mais il n'a plus accueilli la compétition depuis l'édition 1988, lors de laquelle les Lions de l'Atlas de José Mehdi Faria ont terminé au pied du podium. Depuis, le Maroc a connu des hauts et des bas, mais surtout, le royaume s'est transformé en un modèle du continent en termes d'infrastructures sportives, hôtelières et logistiques, le plaçant aujourd'hui parmi les mieux équipés au monde pour organiser cette 35e édition. 9 stades accueilleront les matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. En parlant justement d'infrastructures sportives, le Maroc a mis les petits plats dans les grands. D'abord Rabat avec 4 enceintes, le stade Moulay El Hassan, le stade El Medina, le stade olympique et en point d'orgue, un bijou, le stade Moulay Abdallah qui accueillera le match d'ouverture et la finale de la CAN. S'ensuivent ensuite l'historique complexe sportif Mohamed V de Casablanca, le grand stade de Tanger qui sera la plus grande enceinte du royaume avec ses 75 000 places et les autres grands stades de Marrakech, Agadir et Fès. Les 6 villes hôtes ont rénové leur stade pour non seulement répondre aux standards internationaux, mais également proposer à l'ensemble des acteurs une expérience inoubliable.
24 camps de base, une première dans l'histoire de la CAN. Offrir une expérience inoubliable, c'est d'abord mettre à disposition des sélections en lice les meilleures conditions de préparation. Chaque délégation disposera de son hôtel 5 étoiles et de son propre terrain d'entraînement, une première dans l'histoire de la compétition. L'objectif, allouer aux 23 sélections invitées une stabilité essentielle pour concourir dans cette édition. 150 milliards de dirhams investis dans les infrastructures liées à la CAN 2025. Dans ce chiffre colossal, il n'y a pas que les investissements liés au stade et aux autres infrastructures sportives. Dans une conférence en juillet dernier, le président de la FRMF, Fawzi Larja, affirme que ce chiffre représente la démarche cohérente et progressive du Royaume pour préparer la Coupe du Monde 2030, garantissant ainsi un héritage durable ainsi qu'un développement optimisé des sphères sportives, économiques et territoriales du Maroc. Le dirigeant du ballon rond national veut surtout mettre en avant une démarche intégrée fondée sur des financements innovants pour assurer un développement territorial durable tout en renforçant le rayonnement sportif et économique du Royaume avec sur le court terme la CAN 2025 et sur le long terme le Mondial 2030 co-organisé avec l'Espagne et le Portugal. 800 000 billets vendus au 25 novembre 2025. Cette 35e édition sera l'épicentre du football africain, non seulement en raison des enjeux attendus sur les différentes pelouses du Royaume, mais également grâce à l'engouement remarquable des supporters qui viendront des 4 coins de la planète pour assister à cette fête du football africain. À la fin novembre, plus de 800 000 billets ont été vendus sur la plateforme officielle de la CAF, comme annoncé là aussi par Fawzi Larja lui-même. Tous les matchs du Maroc déjà à guichet fermé, tout comme certains de l'Algérie ou encore de la Tunisie. Un enthousiasme notable qui pourrait faire de cette édition marocaine la plus grande CAN de l'histoire. 12 pays hôtes ont été sacrés champions d'Afrique à domicile. Une statistique que tout un peuple espère voir changer un 18 janvier 2026. Sur les 34 dernières éditions de la CAN, seules 12 d'entre elles ont vu le pays hôte soulever le trophée devant leur propre public. La dernière en date, la Côte d'Ivoire, il y a 2 ans, et ce malgré une qualification in extremis en phase finale des éléphants. Grâce au Maroc, les Lions de l'Atlas, considérés comme favoris pour le sacre final, auront à cœur de devenir la 13e nation à répéter cette performance, un sacre continental que plus de 40 millions de Marocains attendent depuis bientôt 50 ans. Bon, on espère qu'on ne vous a pas un peu bourré le crâne avec tous ces chiffres. C'était vraiment, on voulait vous les montrer pour vous montrer à quel point cette Coupe d'Afrique des Nations est très attendue. Nassim, à Casablanca, est-ce que vous commencez à sentir cette ambiance de Coupe d'Afrique des Nations, puisque plusieurs sélections seront logées dans la capitale économique? Oui, bien sûr, notamment hier, j'ai croisé la délégation du Cameroun ici. On sent l'ambiance africaine arriver. Ça fait plaisir de ressentir ça chez nous, comme vous avez dit. On n'a pas connu ça depuis 1988. Donc après, il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs. J'espère que les joueurs ne céderont pas à la surpression. On est là, on est derrière eux. Et on est fiers aussi de recevoir les différents supporters de toutes les nations. Et comme vous l'avez dit auparavant, on est une terre d'accueil, on est un peuple accueillant et on fera tout pour que les gens se sentent bien chez nous à Casablanca et dans les restes du Maroc. Et on verra en tout cas cette pression, vous en avez parlé, ça sera une pression populaire, forcément en bien pour que le Maroc remporte cette Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit les Marocains résidant au Maroc ou également les résidents à l'étranger. Un engouement incroyable là aussi, que ce soit pour la billetterie, pour même tout soit les réservations d'hôtels. Hakim, vous posez une question par exemple, est-ce que vous avez eu des problèmes par exemple pour venir, etc. Non, je ne pense pas, puisque tout a été préparé et forcément cette diaspora, elle est prête à vivre une Coupe d'Afrique des Nations, parce que dans un pays aussi une garantie comme le Maroc, forcément, eh bien, on est prêt à aller à ce genre de compétition au Royaume. Bien sûr. Après, ça demande quand même un peu d'organisation. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir y aller pendant un mois. Surtout même dans mon entourage, il y en a beaucoup, par exemple, qui voulaient aller en famille. Et du coup, c'est des coûts entre les billets d'avion, entre les places. Et puis les places, je pense qu'on a été nombreux à avoir des problèmes, en tout cas, pour accéder au site. Il y en a carrément, ça mettait des réveils le matin. Au final, ça s'est réglé. Alhamdoulilah, c'est déjà bien. Alhamdoulilah, pour ça, c'est bon, ça a été réglé. Mais c'est clair que ça demande beaucoup d'organisation. Mais on aime tellement le Maroc, on aime tellement aussi cette équipe. Et on ne veut pas louper cet événement. Donc on a fait le maximum, évidemment, pour. On est là pour ça, pour ne pas louper. Exactement, c'est ça. pour ça. C'est ça. Absolument.
Et pour parler à présent, peut-être on va compléter un peu, je vais donner un peu plus de chiffres à nos téléspectateurs, je pense qu'on n'en a pas donné assez. Alors, je vais donner le prize money à présent, c'est-à-dire les dotations financières. Et sachez qu'au cours de cette compétition, 32 millions de dollars seront remis à toutes les équipes et dont 11,6 millions aux vainqueurs. Vraiment, de quoi motiver nos joueurs. C'est que depuis un certain temps, depuis 2 ans je pense, si mes souvenirs sont bons, l'équipe nationale marocaine est devenue rentable. Oui. C'est-à-dire que nous dépensons beaucoup moins que ce que nous récoltons avec toutes les victoires que nous ramenons au pays. 18 consécutives pour le moment. Voilà. Et tout ça, ça ramène de l'argent. Absolument. Voilà, c'est un bon investissement. Vous savez, vous parliez tout à l'heure d'engouement, etc. Moi, j'ai eu la chance de faire partie du comité d'organisation de 88. Donc j'étais là en 88 et sincèrement, il n'y a pas photo, il n'y a rien. C'est un autre Maroc. On n'y était pas, pour vous dire la vérité. Nous, on était fiers déjà de l'avoir fait. On pensait avoir fait quelque chose de grandiose, mais là, aujourd'hui, c'est incommensurable. Non, mais déjà à ce moment-là, justement, pour parler de cette édition 88, est-ce qu'on a senti cette pression populaire autour de la sélection? Parce qu'en plus, c'était une sélection qui avait eu un parcours historique à la Coupe du Monde de 86 avec cette défaite face à la RFA de Lothar Matthaus. Est-ce qu'il y avait cette pression populaire à l'époque? Oui, il y avait de la pression et on ne pensait pas un seul instant qu'on n'allait pas ramener la Coupe. On ne pensait pas un instant que la Coupe n'allait pas rester au Maroc et ça a été vraiment une catastrophe. Enfin, maintenant, c'est passé. Le Maroc avait fini 4e, c'est ça. Oui, exactement. Et puis, mais il n'y avait pas l'engouement qu'il y a aujourd'hui pour la compétition elle-même. Parce qu'on a eu des matchs, des matchs au sommet. Si mes souvenirs sont bons, un Cameroun-Nigeria, où c'était les meilleures équipes carrément d'Afrique, où il y avait 100 spectateurs. Vous voyez, ce n'est pas l'engouement d'aujourd'hui, ce n'est pas la demande d'aujourd'hui, etc. Mais la chance que nous avons, elle est géographique, mais c'est comme ça, on n'y peut rien, Dieu merci. C'est que nous sommes très proches de l'Europe et qu'il y a une grande diaspora africaine en Europe. Et aujourd'hui, elle a la chance de venir voir ce Maroc dont tout le monde parle, parce que le Maroc est en train d'un trend positif qui fait que son image est en train de se développer d'une façon extraordinaire. Et il y a un rêve Maroc qui s'installe un peu partout. Et donc, c'est l'occasion pour beaucoup. Et d'ailleurs, on commence à le sentir. Je ne sais pas si vous l'avez senti dans les rues, etc. On sent qu'il y a des gens qui sont là pour le football. En plus, vous parlez de la Coupe d'Afrique 88. À ce moment-là, il n'y avait que 8 équipes. Il n'y avait que 2 stades qui étaient dans la compétition. C'était une petite compétition. C'est ça. Aujourd'hui, il y en a 24. Mais on va rappeler que la première Coupe d'Afrique s'est passée avec seulement 3 équipes. Ah, bien sûr, oui. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'on les remercie aujourd'hui, parce que c'est grâce à ces gens-là. C'est grâce à ces gens-là qu'il y a eu une Coupe d'Afrique. Des gens au Soudan, en Éthiopie, en Égypte ont eu l'idée de créer cette Coupe d'Afrique et aujourd'hui, regardez ce qu'on en fait. Absolument. On en fait peut-être la plus belle fête du football africain. On le dit beaucoup, mais parce qu'on y croit. On y croit surtout, on l'attend avec impatience, cette Coupe d'Afrique. Quelle évolution, parce qu'on est passé de cas où il y avait des difficultés, de terrain non achevés, de problèmes de transport aérien, de problèmes d'hôtellerie, de ceci, de cela, et que de chemin parcouru aujourd'hui, où on est en train de dire que chaque équipe a son propre terrain d'entraînement, chaque équipe a son propre hôtel, et même quand elle se déplace, elle a son propre hôtel et son propre terrain d'entraînement. 45 terrains d'entraînement, vous vous rendez compte? Oui, chaque équipe a son propre terrain. Elle l'a dans la ville où elle réside principalement, mais quand elle se déplace, parce que des équipes vont être amenées à se déplacer... On va parler de la République démocratique du Congo, par exemple. Là, 2 matchs à Rabat, ils vont avoir un hôtel dédié et un terrain d'entraînement dédié. Et forcément, toutes ces 24 hôtels, 24 camps de base, des stades aux standards internationaux, ça va attirer l'attention des médias, ça va attirer l'attention des journalistes. Et Noura, vous avez quelques chiffres là aussi concernant la couverture média de cette compétition. Et oui, encore cette année, 20 accords de droits de médias ont été couvrant plus de 30 territoires en Europe, soit plus de 110 pays. Donc cette CAN sera vraiment largement diffusée, avec près d'1 million de billets vendus déjà. Donc vraiment... 2-3 par ici. Ah oui, déjà. De Hakim, j'avoue. Vous avez raison. Donc vraiment, ce sont des chiffres vraiment intéressants. Et il y a également plus de 5500 demandes d'accréditation. De journalistes. Oui, c'est vrai que ça aussi, ça a été un point abordé par la Confédération africaine de football. Il y a eu vraiment un communiqué par rapport à tout ça. C'est vrai que la couverture médias, en tout cas de ce genre de compétition, peut être compliqué parce qu'en plus, on peut avoir des stades qui sont un peu loin. Mais là, forcément déjà, avec les infrastructures routières, les infrastructures de transport, aujourd'hui, les journalistes peuvent regarder jusqu'à 3 matchs par jour dans ce genre de CAN. Sans problème.
Sans problème. Ils peuvent se déplacer de Tanger à Casablanca en 1h30. Et ils peuvent se déplacer de Casablanca à Marrakech en 2 heures. Et tous les moyens sont là pour permettre justement ces déplacements. Les trains sont là. L'ONCF a fait un effort extraordinaire pour l'occasion. L'aviation, les liaisons aériennes sont là. Tous les moyens sont là. C'est-à-dire, je ne vois pas quelqu'un demain dire « Ah, j'ai eu de la difficulté pour aller de telle ville à telle ville ou telle chose ». Bon, nous, on vit ça tout le temps parce que c'est comme ça, le Maroc. C'est devenu normal pour nous. Pour nous, c'est normal. Mais pour certains ressortissants africains, frères africains, ils vont être étonnés justement de toutes ces facilités dont on jouit dans ce pays. Et en plus, vous, en tant qu'invité, Aziz, vous avez pris le train, pardon. Hakim, vous êtes venu en voiture. Tout s'est bien passé. Ah oui, carrément, non, les routes, c'est nickel, les autoroutes, etc. Non, franchement, même moi, parce que ça faisait quelques années que je n'étais pas venu au Maroc, et j'ai vu... quelques années, ça fait beaucoup, ça. Et juste en quelques années, j'ai vu une évolution incroyable, que ce soit par rapport au transport, par rapport aux routes. Franchement, non, c'est incroyable, c'est incroyable. Que vous soyez au Maroc, que vous soyez à l'étranger, en tout cas, vous pouvez suivre cette Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit par les médias, par les diffuseurs, mais également par la télévision, ou même par les réseaux sociaux. Et là aussi, on a des chiffres concernant la dernière CAN. Ça montre à quel point la Coupe d'Afrique prend de l'ampleur. Qui avait été organisée en Côte d'Ivoire. C'est vraiment une CAN qui a battu de nombreux records. L'édition la plus suivie, la plus largement diffusée. On compte 2 milliards de téléspectateurs, donc c'est vraiment énorme, 2 milliards de téléspectateurs. Les matchs ont été diffusés à travers 180 pays et ce sont près de 2,2 milliards de vues vidéo sur les réseaux sociaux et seulement 3,6 milliards seulement sur TikTok. Et encore, le Maroc a été éliminé en 8e de finale. Je pense que s'ils allaient jusqu'en finale, ça aurait pu aller encore très très loin. On va dépasser en termes ça va être le cas cette fois-ci. Ah oui. Non, on l'espère. On va parler justement, on va donner les pronostics tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. C'est l'occasion là aussi de rappeler à quel point, bien sûr, là, les 24 pays sont déjà arrivés. Ils commencent à arriver, on va en parler là aussi tout à l'heure avec Nouha petit à petit. Les derniers arrivent aujourd'hui. Les deux derniers arrivent aujourd'hui. Et encore quelques polémiques avec des joueurs un peu qui sont retenus par leur club là aussi pour parler justement. On peut parler de ça rapidement. Peut-être la décision de la FIFA d'annoncer, en tout cas de donner la date à seulement moins d'une semaine du début de la compétition. Est-ce que la CAF semble un peu faible par rapport à la FIFA parce que toutes les décisions prises à chaque fois par la FIFA à l'encontre de la CAF. En fait, c'est la FIFA qui est un peu faible par rapport aux grands clubs. Parce que c'est pas une relation CAF-FIFA. La CAF demande à la FIFA, mais la FIFA, c'est la FIFA qui peut imposer aux clubs, qui négocie avec les clubs. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, dans certaines contrées, certains clubs considèrent la CAN comme une compétition un peu secondaire. Je pense qu'une des conséquences de cette édition Maroc 2025, ou 2025-2026, va être justement que le regard, la perception que vont avoir les grands clubs de cette compétition vont changer. Et Nassim, par rapport à tout ça, justement, ce manque de préparation peut-être pour les sélections, comment est-ce que ça va les impacter? Parce qu'on se dit que quand même, ils restent en train de jouer, en train de s'entraîner avec leurs équipes. Est-ce que ça peut entraîner un manque de cohésion du côté des sélections? Pour revenir sur la question FIFA entre parenthèses, il y a eu il y a quelques semaines un débat dans les médias français par rapport à justement l'histoire de la Coupe du Monde des clubs qui a déplacé la Coupe d'Afrique vers le mois de décembre car les clubs européens souhaitaient une Coupe d'Afrique en été. Donc maintenant, après, il y a, comme on dit, les aléas du direct, on doit s'adapter et être prêt. Vis-à-vis des joueurs, c'est sûr que la charge elle est intense quand on voit les 2 dernières années de Achraf Hakimi, le nombre de matchs effectués, le nombre de kilomètres courus, c'est hallucinant. On peut dire qu'on a une machine et non pas un joueur. Après, c'est la même chose pour tous les clubs. Ce sont des aléas avec lesquels il faut vivre, il faut se préparer. Aujourd'hui, le football est beaucoup plus scientifique que les années précédentes. Donc, les joueurs sont suivis par des GPS, par différentes biopsies, par pas mal de choses qui font que les joueurs sont contrôlés. Donc, je pense que ça doit impacter un peu physiquement, mais le professionnalisme fait qu'on aura un beau rendement, une belle Coupe d'Afrique, Inch'Allah.
Nassim, vous l'avez dit, justement, ça va là aussi chambouler les plans des sélections. En tout cas, l'exemple que j'ai en tête, c'est le cas Habib Diarra. Je ne sais pas si vous avez suivi cette situation où il a été bloqué par son club qui joue en plus ce week-end Sunderland en Première Ligue. Là aussi, est-ce que les clubs doivent avoir un minimum de compréhension et montrer, en tout cas comprendre que cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est un rendez-vous de toujours pour certains joueurs dans les sélections africaines? En fait, en rappelant ce que vient de dire Khalf, c'est que c'est probablement une problématique bien plus importante que ça, bien plus profonde. Je pense que c'est les règles même du football qui devraient changer. Dans d'autres sports collectifs, vu justement la sollicitation physique qui va crescendo dans le football, parce que le football d'aujourd'hui n'est pas le football d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, etc. La sollicitation est plus importante, physiologique, physique est plus importante, le nombre de compétitions est plus important, l'intensité est plus grande. Donc les règlements devraient s'adapter. Les règlements devraient s'adapter. On va en parler dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, Aziz, on va parler justement de l'aspect sportif. On va parler de nos pronostics aussi pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Le comité d'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations annonce que la cérémonie se tiendra dimanche 21 décembre à 18h30 au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Et pour le coup d'envoi de la CAN, le Maroc affrontera à 20h les Comores. Le comité invite donc le public à se présenter au stade suffisamment tôt puisque les portes de l'enceinte ouvriront dès 14h afin de faciliter et fluidifier l'accès au stade. Mais l'accès au stade est conditionné à la présentation d'un billet valide accompagné obligatoirement d'un Fan ID disponible via l'application Yallah. Et pour assurer le bon déroulement de la compétition, 15 000 volontaires et 5 000 stadiers seront mobilisés. La Coupe d'Afrique des Nations commence donc demain. Les sélections nationales sont arrivées à destination et sont accueillies dans 6 villes hôtes. Les supporters sont également bien présents pour encourager leur équipe respective. Les Lions de la Teranga ont posé valise à Tanger. Entre sourires, gestes de communion, ont marqué les premiers instants de la sélection sénégalaise sur le sol marocain, donnant le ton d'un tournoi que le Sénégal aborde avec détermination et sérénité. Et pour regarder quelques déclarations à présent de joueurs sénégalais arrivés à l'aéroport d'Ibn Battuta. On est bien arrivé. Merci à la population marocaine. On sait que le Sénégal représente beaucoup pour les Marocains. Et encore une fois de plus, on est ensemble. Je pense que l'accueil elle est vraiment incroyable. On est content d'être ici, content de participer à cette CAN. Voilà, aujourd'hui on est là. Maintenant on a hâte de commencer la compétition. On est venu ici pour bien représenter notre pays qui est le Sénégal et remporter la Coupe avec nous, Inch'Allah. Et donc c'était l'essentiel de cet début de CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Anas, à présent nous allons continuer cette émission. Merci beaucoup Noura, on a été dans l'information, on a été dans le débat. Maintenant je veux qu'on rentre, on veut se mouiller pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est parti pour le conseil de CAN+. Qu'est-ce que c'est le conseil de CAN+? Eh bien, je vais vous dire, le conseil de CAN+, on est des professeurs aujourd'hui. On a quand même un peu ce petit rôle d'élève parce que vous l'avez juste devant vous, des ardoises pour noter des noms de joueurs, des noms de sélection. Je vais vous poser à chacun une question. Nassim ensuite va répondre également de son côté depuis Casablanca. Je vais commencer d'abord par vous demander votre favori pour le sacre final dans cette compétition. Je vais noter avec vous. Bon. Je ne sais pas si il y aura vraiment un débat par rapport à cette question-là. Mais en tout cas, je vais d'abord poser la question à Nassim depuis Casablanca. Quelle équipe, selon vous, a remporté la CAN? Pour moi, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Le Maroc est un réel favori, non pas seulement parce que c'est le pays qu'on supporte, mais surtout parce que c'est un pays qui est dans une belle dynamique. Et pour conclure tout ça, nous souhaitons une belle petite victoire. On n'a pas envie d'y penser. Le Maroc pour Nassim. Montrez vos réponses à la caméra. On va voir qui est-ce que vous pensez va remporter la CAN.
Je vais changer un peu. Parce que, alors, je vais vous dire pourquoi j'ai changé. Ouais. Parce que tout le monde a mis Maroc. Tout le monde a mis Maroc et je me suis dit forcément il fallait un peu de débat. Et je vais me défendre. Je vais me défendre pourquoi est-ce que je dis le Sénégal. Sénégal a gagné sa première étoile en 2021, donc on le rappelle. C'est une équipe qui monte en puissance. Et si vous regardez la liste du Sénégal, il n'y a que des joueurs de classe mondiale à chaque ligne. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, on peut parler de Pape Matar Sarr du côté de Tottenham, même le gardien Edouard Mendy. C'est reste quand même un des meilleurs joueurs du championnat saoudien, un des meilleurs joueurs africains. Donc voilà, j'espère que je me suis un peu défendu quand même, mais je vais vous laisser quand même parler du Maroc. On en parle forcément, grand favori, pays hôte, le public est là. Est-ce qu'il y a une excuse encore pour la sélection marocaine pour ne pas remporter cette CAN? Non, là, il n'y a pas d'excuse. On joue à domicile, on va jouer devant notre public. On a maintenant des joueurs aussi qui sont exceptionnels, qui jouent dans les plus grands championnats, tout simplement. Il y en a beaucoup qui disputent même la Ligue des Champions en Europe. Voilà, maintenant, on n'a vraiment plus aucune excuse. En plus, on est sur une série de 18 matchs, 18 victoires, pratiquement tout à domicile. Donc non, pour moi, là, il n'y a vraiment aucune excuse. C'est soit on gagne, c'est tout. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas... C'est soit on gagne, soit on gagne. Voilà, c'est tout. J'ai une question. Je vais poser la question différemment pour parler du Maroc. Est-ce que si le Maroc ne gagne pas cette CAN, c'est un échec? Je ne pense pas. Non, ça peut être un échec. Si par je ne sais quel hasard on est éliminé au premier tour, ce serait un échec. Mais si on perd un match, je ne sais pas moi, en quart de finale, en demi-finale, ça arrive. C'est ça le sport, finalement. Vous avez trois possibilités. Vous avez la possibilité de gagner, la possibilité de faire un match nul et la possibilité de perdre. Mais malheureusement, dans ces compétitions-là, quand match nul, ça n'existe pas, notamment à partir du deuxième tour, et vous ne pouvez que gagner ou perdre. Donc, il y a des fois des accidents qui arrivent. On ne le souhaite pas pour notre équipe nationale. Mais je comprends pourquoi vous avez choisi le Sénégal. Le Sénégal est à Tanger. C'était déjà pour changer un peu, parce que je ne voulais pas qu'on ait tous vers la même direction. Vous êtes à Tanger. Un peu de solidarité de Tanger avec nos frères sénégalais, qui sont nos frères sénégalais. C'est vrai, absolument. Et donc, il a un contact avec des Sénégalais. Il doit rendre la part. Je vais aller voir 2-3 matchs à Tanger, voilà, pour vous dire la vérité. Voilà, il y a les billets aussi, on connaît. Voilà, mais n'empêche qu'il fêtera la victoire du Maroc avec nous. Et les Sénégalais la fêteront avec nous, à part si c'est le Sénégal en finale à ce moment-là. Vous avez mis le Maroc aussi. Pour moi, bien sûr, déjà, le fait d'être marocaine, bien évidemment. Mais je pense aussi que sur le papier, le Maroc a tout pour réussir cette CAN, pour la remporter. On a des joueurs incroyables qui jouent, qui évoluent en championnat européen. Et on peut aussi dire que malgré la pression, malgré toutes les attentes du peuple marocain, le Maroc peut le faire, peut remporter sa CAN, cette CAN à domicile. La Côte d'Ivoire l'a réalisé, il a réussi en 2023. L'Égypte aussi l'a fait. Donc vraiment, je pense que tout est possible. Et même si ça reste du football. J'ai un peu toutes les réponses déjà donc de mes prochaines questions, mais je vais quand même vous les poser pour que nos chers téléspectateurs puissent les voir. Je vais vous demander cette fois votre meilleur joueur. Mettez-moi le meilleur joueur selon vous, le joueur qui va briller dans cette compétition. Je vais me retourner vers Nassim là aussi. Je vais vous poser premièrement cette question-là. Qui est-ce que vous avez choisi comme meilleur joueur pour cette CAN? Personnellement, j'ai choisi Hakimi, même s'il a eu son petit pépin physique en avant-compétition. Pareil, meilleur joueur africain, ballon d'or africain. Il reste sur 2 saisons extraordinaires. Pour moi, c'est un extraterrestre. Les Jeux Olympiques, pareil. Donc, Inch'Allah, il va venir nous laisser la compétition, Inch'Allah. On l'espère, capitaine des Lions de l'Atlas qui, on le rappelle, est encore blessé. Mais bon, il revient, c'est une machine, hein, vous l'avez dit en plus Nassim. Tout à l'heure, on l'espère voir le revenir. On va montrer chacun les joueurs. Bon, je ne vais pas faire que des amis, je pense aujourd'hui, c'est ça le problème. Bon, j'ai mis Salah de mon côté, Mohamed Salah. On laisse cette fois du côté de Noura, c'est Osimhen, Amrabat, Sofiane, on le précise, non pas un Nordin, pour Aziz et Ounahi. Beaucoup de Marocains quand même, vous pensez que malgré tout ce collectif, il y aura quand même des joueurs qui vont ressortir de ce collectif marocain pendant cette Coupe d'Afrique? Ah oui, bien sûr. Et puis, on connaît les qualités, en tout cas pour moi, de Azzedine Ounahi. C'est, pour moi, son état de forme, c'est simple. S'il est en forme, l'équipe va être en forme. C'est-à-dire qu'on a, un joueur qui, depuis qu'il est arrivé à Girona, j'ai l'impression qu'on l'a retrouvé.
même quand il était, on va dire, en difficulté du côté de l'Olympique de Marseille et qui commençait à retrouver des couleurs du côté du Panathinaikos, il était toujours intéressant avec la sélection. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la pièce maîtresse dans le collectif de Walid Regragui. C'est-à-dire que si on n'a pas un Ounahi, l'équipe peut être différente. Donc, et puis même quand il était absent, je ne voyais pas un autre joueur qui faisait et qui complétait le même rôle qu'il a actuellement. On a un Bilal Khanous intéressant, un Sébaré aussi, mais ce n'est pas les mêmes qualités ni les mêmes compétences qu'un Asdin Ounahi. Et là, vraiment, il sort en plus de matchs exceptionnels avec Girona. Oui. On l'a vu contre le Real Madrid, où il a, pour moi, il a... Contre la Real Sociedad aussi, il a été passeur décisif, très très bon. Il est performant, il a la confiance. Et même avec ses différentes sorties avec le Maroc, il ne m'a jamais déçu, moi personnellement. Donc, Hakim, vous nous avez parlé d'un joueur qui brille avec le ballon. Aziz, vous nous remontrez votre nom, vous parlez d'un joueur qui ne brille pas forcément avec le ballon et ce n'est pas le genre de joueur peut-être qu'on attend vraiment se montrer comme meilleur joueur dans une CAN. Et je vais vous expliquer pourquoi. De mon point de vue, je peux me tromper et j'espère ne pas me tromper. Pour gagner, il faut quelqu'un qui rassure l'équipe sur le plan défensif, avant même que la balle n'arrive au niveau des défenseurs. Et ce gars-là, c'est Amrabat. Il a joué ce rôle en Coupe du Monde. Le nombre de kilomètres qu'il parcourt, le nombre de tacles qu'il va faire, le nombre de balles qu'il va suivre, on l'a vu défendre jusqu'à la ligne de corner. Absolument. Et donc, on a besoin de ce gars-là. Mbappé, en plus. Et tout ce qu'on va souhaiter d'ailleurs à Khairona, il joue ce rôle aussi. Ounahi, c'est un virtuose, mais pour que des Ounahi et autres puissent s'exprimer, il leur faut de l'assurance, et l'assurance, c'est Amrabat. Et du côté on va parler des non-marocains, parce que ça y est, on a fait justement tous les Marocains potentiels en plus. Mais vous avez raison, on est là pour ça aussi. Si la CAN n'était pas au Maroc, peut-être qu'on serait encore plus chauvin que ça. On va parler peut-être de joueurs d'autres sélections, des joueurs de classe mondiale. Là aussi, Noura, vous avez choisi Victor Osimhen, attaquant nigérian de Galatasaray. Oui. Absolument. Pour moi, c'est vraiment un leader en termes d'attaque pour l'attaque nigériane. Vraiment, c'est un leader, c'est eux qui les mènent. C'est une star internationale. Il sort d'une très belle saison. Enfin, il continue avec Galatasaray. Et c'est aussi le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Nigeria. Donc vraiment, je pense qu'il va encore répondre présent. Ouais. On va souhaiter qu'il soit pas si bon que ça. En tout cas, parce qu'en fait, contre le Maroc. En fait, il est un peu en difficulté même aujourd'hui avec Galatasaray. Absolument. Et donc, on souhaite que ça continue comme ça jusqu'après la CAN. Après la CAN, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais en sélection nationale, c'est un autre état d'esprit. On ne va pas se mentir. Sur le terrain, c'est autre chose. Bien sûr qu'on lui souhaite tout le bien du monde. Et je voulais moi aussi parler d'un autre joueur en difficulté dans son club, c'est Mohamed Salah, qui a été écarté par la direction de Liverpool. Et vraiment, pour le moment, les tensions, c'est entre Mohamed Salah et Liverpool. Arne Slot l'a réintégré dans le groupe dernièrement avec tous les mauvais résultats, plus Mohamed Salah, il y a une question de contrat aussi qui commence à entrer en jeu. Mais Mohamed Salah, à chaque fois qu'il a eu des problèmes avec Liverpool, il a toujours voulu se montrer avec la sélection égyptienne derrière. Et je pense que pour lui, cette Coupe d'Afrique des Nations, ça sera l'occasion parfaite pour montrer à quel point il est talentueux. Il a fini 4e Ballon d'Or, même si bon, le classement est discutable parce que Hakimi a fini 6e alors qu'il sort d'une saison 2025 exceptionnelle. Exactement, premier Africain, le Ballon d'Or en tout cas officiellement, peut-être pas dans nos cœurs. Mais voilà, en tout cas, moi je vois bien Mohamed Salah réaliser une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être pas gagner en tout cas avec l'Égypte parce que là aussi la situation du côté de l'Égypte est un peu compliquée. Mais voilà, on verra ça ensuite dans quelques jours avec le premier match de l'Égypte qui sera prévu, on le rappelle, dans le groupe B puisque l'Égypte affrontera le Zimbabwe le mardi ou le lundi. On sera là en plus pour en parler, Inch'Allah. On va parler de la composition probable de la sélection marocaine. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. La sélection a connu quelques changements avec des blessures de dernière minute ou pas. Et on va voir justement la composition probable de la sélection marocaine, celle qui devait être alignée par Walid Regragui, une composition qui ressemble un peu à celle qu'on a vue lors des matchs du mois de novembre. Yassine Bounou, bon, dans les buts, ça c'est du classique, et ça, il n'y a pas de souci. Naïef Fegel ferait son retour malgré sa pubalgie. Ça serait aux côtés de Romain Saïs, revenant dans cette sélection. Un Mazraoui qui remplacera Hakimi à la droite de la défense. Anas Salah Din qui a montré de très belles choses avec le PSV Eindhoven et la sélection qui sera présent dans la défense. Un milieu de terrain là aussi inamovible. Ounahi, Amrabat et Naïl El Ainaoui. À droite, on retrouvera Brahim Diaz, un peu compliqué du côté du Real, mais toujours bien présent avec la sélection marocaine. À gauche, ça sera Abdessamad Zilzouli, très très bon avec le Real Betis. Et là aussi, Al-Kaabi, le goléador de la Super League turque, qui devrait compléter cette attaque de la sélection marocaine pour un match face aux Comores demain à 20h avec cette composition.
Vous êtes confiant? Oh oui. Là, quand même, si avec cette équipe-là, on n'arrive pas à décrocher une victoire, ce sera compliqué. Après, on sait toujours qu'entrer dans une compétition, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. On a déjà vu des différentes nations. On a parlé de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Ils ont complètement raté leur entrée en compétition il y a 2 ans. Et, ouais, exactement, même l'Algérie. On a vu des grosses nations complètement passer à côté de leur début et ne jamais se rattraper derrière. L'Espagne au Mondial 2010. Moi, je donne cet exemple-là. L'Argentine au Qatar. C'est ça, exactement, avec l'Arabie Saoudite. Donc le premier match, il est toujours capital. En plus de ça, évidemment, à domicile. Voilà, il va avoir de l'attente. Je pense qu'on va avoir 15-20 premières minutes. On va se fixer rapidement. C'est-à-dire que si on voit que tout se met en place, il commence à avoir des actions intéressantes, ça va les mettre en confiance. Si on les sent un peu fébriles, ça risque d'être un peu compliqué, mais je pense qu'au fil des minutes, il suffit d'une action qui va donner la confiance justement à cette équipe. Et encore une fois, cette équipe-là sur le papier, elle est quand même au-dessus, sans manquer, je veux dire, avec tout le respect. Belle sélection plus comorienne qui est de retour dans la deuxième participation. Voilà, donc pour moi, non, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je vais revenir vers Nassim. Un dernier mot en quelques phrases. Est-ce que vous auriez un pronostic pour ce match entre la sélection nationale marocaine et les Comores? Match prévu demain à 20h. Je souhaite la victoire du Maroc, bien sûr. Après, sur un point de vue technique, il va falloir qu'on soit très patient parce qu'on va passer une Coupe d'Afrique à jouer certainement contre des blocs bas. Les blocs bas demandent beaucoup de patience. Et voilà, comme je dis, un petit changement de rythme à un moment donné pour débloquer la situation et tout ira pour le mieux. Moi, je pense 3-0 pour le Maroc. Merci beaucoup Nassim. Pendant que vous parliez, j'ai demandé nos pronostics, en tout cas à nos chroniqueurs, nos invités. On va le mettre juste ici. Bon, j'imagine. On est bien d'accord. On reste bien d'accord. Bon, vous avez bien fait de préciser que c'est le Maroc qui gagne. C'est vrai. Parce qu'on ne sait-on jamais. Moi, je donne 2-0 là aussi pour le Maroc. Bon, cette fois, je me mets dans le rang, je me mets avec vous. 2-0 également pour Hakim et 2-1. Vous voyez le Maroc marquer un petit, concéder une petite erreur défensive ou sur une remontada, enfin une contre-attaque un peu des Comores. Eh bien, en tout cas, on verra ce match. On en reparlera. Surtout la défense. Voilà. On peut expliquer pourquoi j'ai mis 1-0 Malheureusement, on n'a pas le temps. En tout cas, malheureusement, on n'a pas le temps. J'aimerais beaucoup, en tout cas. Mais on peut écouter rapidement. Non, juste rapidement, parce que c'est un match où il va falloir s'économiser et ne pas trop se dépenser. Donc, si à 1-0, ça passe, et donc pourquoi aller chercher plus loin? Voilà, tout simplement. Regragui l'a déjà dit lorsqu'il jouait au Wydad, 1-0, c'est le Barça. C'est exactement ça. Il a raison. Absolument raison. Écoutez, parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent avec nous. Je vous remercie, Hakim, Papa aussi créateur de contenu, d'avoir été présent avec nous. Vous êtes déplacé également à Tanger pour venir nous voir et nous parler de football. Aziz Daouda également, directeur technique de développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Je vais également remercier à distance Nassim El Haddaoui en direct depuis Casablanca. Merci d'avoir été présent avec nous pour cette première de Cannes+. Noura? Eh bien, écoute, très très bien, grâce à nos invités. Exactement, belle compagnie pour terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on souhaite, en tout cas on espère que les téléspectateurs ont passé également un beau moment en notre compagnie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et comme on le dit toujours, l'actualité se poursuit sur Média TV.